Alors pour le coup, c'est une notion très administrative, mais l'État français a distingué ce qu'est un spectacle pyrotechnique de ce qu'est un feu d'artifice. C'est administratif comme découpage, certes, mais c'est utile pour plein d'étapes du spectacle ou du tir que l'on va mettre en œuvre un peu plus tard. Un spectacle pyrotechnique, c'est quoi? C'est défini par un texte du mois de mai 2010, du 31 mai 2010, qui définit un spectacle pyrotechnique comme quelque chose de présenté devant un public dans le cadre d'une manifestation publique ou privée et qui comprend soit un artifice de catégorie F4 ou un artifice de catégorie T2, ou alors plusieurs artifices de catégorie inférieure, les F2, les F3 ou les T1. Alors, plusieurs, c'est une somme qui serait au moins égale à 35 kg de matière active. La matière active, c'est ce qu'on appelle aussi le poids net, c'est le poids de poudre contenu dans le produit. Tout sauf son emballage cartonné et bien sûr l'emballage externe type carton. Un spectacle pyrotechnique, il faut qu'il y ait du public et il faut qu'il y ait soit un produit dangereux, soit beaucoup de produits peu dangereux. Ça, pour l'État, c'est un spectacle pyrotechnique. À l'inverse, un feu d'artifice, c'est un spectacle qui est tiré avec ou sans public, qui contient aucun artifice F4, aucun artifice T2. Et pour les artifices contenus, les F2, les F3, les T1, il y en aurait moins de 35 kg. Si on est dans un feu d'artifice, ou à l'inverse, si on est dans un spectacle pyrotechnique, on n'est pas astreint aux mêmes réglementations. Sous-entendu, on n'a pas les mêmes démarches à faire pour un spectacle pyrotechnique que pour un feu d'artifice. Un spectacle pyrotechnique, on doit le déclarer en mairie et en préfecture un mois avant le tir. C'est obligatoire et il y a un CERFA qui est prévu pour ce faire, un formulaire. Un feu d'artifice, pas de déclaration obligatoire. Bien sûr, dans le ciel, il est très difficile de faire la différence entre les deux, c'est plutôt une différence administrative. Comprenez qu'on peut l'illustrer de la façon suivante. L'État a voulu placer un niveau sur son radar. Tout ce qui est au-dessus de ce niveau, l'État va être au courant à travers ses déclarations. Et ce qui est tiré en dessous de ce niveau du spectacle pyrotechnique, ça intéresse moins l'État et les administrations. C'est quelque chose qui est réputé sans grand danger et sans grande nuisance. Lorsque l'artificier et ou l'organisateur prévoit un tir, une première question à se poser, c'est est-ce que le tir prévu est celui d'un feu d'artifice ou est-ce qu'on va tirer un spectacle pyrotechnique? Alors si on tire un feu d'artifice, je vous rappelle ce qu'est un feu d'artifice au sens réglementaire, c'est absence de produit F4, absence de produit T2, présence de produits F2, F3 ou T1 et dans tous les cas, ces artifices sont en quantité inférieure à 35 kg de matière active. Dans le cadre du feu d'artifice, on a des démarches administratives à faire qui sont très légères pour mener à bien le projet. La première tâche à effectuer, c'est d'obtenir l'autorisation du propriétaire du site de tir que l'on va utiliser, que ce soit un terrain privé ou un terrain public. Alors, si c'est un terrain privé, un petit écrit est quand même nécessaire, ça permettra d'éviter de mal se comprendre dans un litige futur. Si c'est un propriétaire public, il faudra demander aussi par écrit l'autorisation d'utiliser ce terrain. Bien souvent, un propriétaire d'une zone publique va être une collectivité type mairie, mais bien sûr, il peut y avoir des exemples un peu plus complexes avec des collectivités territoriales plus grandes, telles que des communautés de communes qui soient propriétaires d'un terrain. Obtenons l'autorisation du propriétaire, c'est nécessaire. Deuxième élément de travail pour préparer son feu d'artifice, c'est de se renseigner si oui ou non existe dans le département où l'on va tirer le feu d'artifice un arrêté préfectoral qui restreint les artifices ponctuellement. Parce que sécheresse, par exemple. On peut aussi se poser la question au niveau municipal. N'existe-t-il pas dans cette municipalité, dans cette commune, un arrêté municipal qui encadre le feu d'artifice pour des motifs souvent de troubles à l'ordre public ou de passé dans la commune, de passé récent, qui évoquent notamment des troubles et peut-être des restrictions d'horaire, par exemple, peuvent exister au niveau local. La seule solution pour connaître ces règles, c'est de toquer à la porte de la mairie et de toquer à la porte de la préfecture. Pour les préfectures, je vous renvoie vers le site web de ces entités. Et pour les mairies, c'est rarement bien à jour sur le site web. Allons plutôt faire un email ou un courrier à la mairie, voire un téléphone pour se renseigner. Le troisième élément, si évidemment on a l'autorisation du propriétaire du terrain et qu'on n'a pas trouvé de feu rouge en mairie ou en préfecture, à travers des arrêtés, eh bien on avertit la mairie de son tir et de son projet. Si c'est sur un terrain public, elle sera avertie, de par l'autorisation qu'on a demandé pour utiliser le terrain. Mais simplement l'avertir, même si c'est sur terrain privé,
pour éviter des mésententes, pour éviter des mauvaises surprises et des désagréments. Il ne faut pas oublier que les riverains qui peut-être vont se plaindre des nuisances sonores vont aller s'adresser à la mairie en priorité puisqu'ils ne savent pas par définition qui a tiré ce feu d'artifice. Donc c'est important d'aller anticiper les futurs questionnements des riverains en s'annonçant en mairie. Et puis bien sûr, la dernière tâche à effectuer, c'est de prévenir les riverains de votre projet et du tir que vous allez orchestrer, puisque un feu d'artifice, la plupart du temps, on peut faire des efforts pour limiter le bruit, mais la plupart du temps, ça fait du bruit. C'est bien de prévenir et c'est bien de tirer ces feux d'artifice, même s'ils ne sont pas soumis à des grandes démarches administratives, à des horaires convenables. On parle souvent de 22-23 heures en été et bien souvent d'horaires plus tôt en hiver, 19, 20h, 21h. Ça paraît opportun puisqu'il faut certes qu'il fasse nuit, mais on n'est pas obligé de tirer au beau milieu de la nuit. Ça va créer des nuisances. Lorsque l'on veut tirer un spectacle pyrotechnique, par opposition au feu d'artifice, souvenons-nous de cette distinction réglementaire, eh bien, l'État demande des pièces nombreuses. L'État demande de créer un dossier qui va avoir comme clé de voûte un CERFA, donc un document type formulaire créé par l'État, qui permet de recueillir toutes les informations nécessaires aux yeux de l'État pour mener à bien ce projet. Alors, je vous rappelle la définition du spectacle pyrotechnique. Il faut qu'il y ait d'une part du public, d'autre part il faut qu'il y ait soit un produit F4, plusieurs, soit un produit T2, plusieurs, ou alors, s'il n'y a pas ces produits dans la liste de ce qui va être tiré, il faut qu'il y ait plus de 35 kg de matière active de produits F2, F3 ou T1. On parle là d'addition d'étiquettes. Et donc, si on est en présence d'un spectacle pyrotechnique, l'État a cadré les démarches administratives avec un CERFA qui porte le numéro 14098 étoile 02. Et ce CERFA permet de déclarer un spectacle pyrotechnique selon une petite notice. L'idée, c'est de le déclarer en mairie et en préfecture. Il y a donc 2 dossiers. Le délai, c'est 1 mois avant la date prévue du tir. Alors, faisons un petit aparté sur ce sujet. L'administration est assez peu souple quand c'est prévisible. Par exemple, le 14 juillet, depuis 1789, le 14 juillet tombe un 14 juillet. La date est anticipable. Le nouvel an, c'est entre le 31 décembre et le 1er janvier, chaque année. C'est anticipable. En revanche, en effet, célébrer la victoire d'un club sportif à l'issue d'une compétition, bon, on ne sait même pas quelle va être l'affiche de la finale, donc c'est pas évident de trouver le nom du vainqueur et donc de définir tous les enjeux du spectacle bien en amont. Pour autant, le délai d'1 mois est quelque chose d'important, on va le voir un peu plus loin pourquoi. Il y a toujours 2 dossiers à faire dans la déclaration, l'un en mairie, l'autre en préfecture. Ce n'est pas un ou, c'est bien 2 dossiers à faire, 2 dossiers identiques, et bien 2 copies à réaliser. Alors, le CERFA 14098 étoile 02 que vous pouvez trouver en ligne et compléter en ligne, vous pouvez le transmettre soit par courrier ensuite, soit par email. Ce document contient 2 volets. Le premier volet concerne l'organisateur. Le second volet concerne le prestataire de tir. Il faut d'abord se poser la question de qui est l'organisateur de ce spectacle. Souvent, c'est la réponse à la question « Qui veut ce spectacle ?» Pas toujours qui paye, mais souvent qui veut. Et on peut trouver 4 organisateurs différents en France de spectacles. Le premier type d'organisateur, c'est une collectivité, par exemple une mairie, ou bien un département, ou bien une région, ou l'État, pourquoi pas. Le deuxième type d'organisateur, c'est une association, par exemple un comité des fêtes, ou encore un club sportif. Le troisième type d'organisateur qu'on va croiser fréquemment, ce sont des entreprises, un organisme de formation, Prévost par exemple. Ça peut aussi être une entreprise commerciale comme L'Oréal, Renault ou je ne sais qui d'autre qui veut célébrer la sortie d'un produit et pourquoi pas l'illustrer avec un tir de spectacle pyrotechnique. Une 4e famille d'organisateurs qu'on va croiser, ce sont des personnes privées directement. Donc nom, prénom, et puis tout simplement dans des occasions privées comme des mariages ou d'autres célébrations en cours de vie, des célébrations d'ordre privé. Une fois qu'on a trouvé l'organisateur, il faut qu'on identifie qui est le prestataire. Alors, le prestataire, assez simplement, c'est celui qui appuie sur le bouton. C'est celui qui va toucher les produits et les mettre en œuvre. C'est plus simple à déterminer qui est le prestataire. Le volet numéro 1 est à remplir par l'organisateur. Alors, l'artificier va souvent aider l'organisateur à remplir ce volet puisque des informations relativement techniques doivent y figurer. Alors, commençons par
remplir ce volet 1, on a dans un premier temps l'identification de la préfecture concernée et de la commune concernée. Dans certains cas de figure, vous pouvez avoir plusieurs communes. Je prends l'exemple d'un tir qui se déroulerait à proximité d'un cours d'eau. On peut avoir le public d'un côté du cours d'eau et le pas de tir des artifices de l'autre côté du cours d'eau. Et il n'est pas impossible que ces deux territoires appartiennent dépendent de deux communes différentes. Ce sont des cas particuliers, et évidemment multiplier les dossiers si plusieurs entités sont concernées. Le cadre numéro 1 concerne l'identification de l'organisateur du spectacle. Encore une fois, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est une collectivité par exemple. Le cadre numéro 2 concerne directement le spectacle et notamment qu'est-ce qu'il va être tiré et en quelle quantité. Alors on nous demande l'adresse du lieu du tir. C'est assez simple à trouver dans une zone urbaine. Mettez une adresse type 2 rue de la Poste avec un code postal. C'est plus délicat quand on est en zone complètement rurale où pour le coup on peut utiliser des coordonnées GPS, pourquoi pas. La date du tir, c'est facile à déterminer. L'horaire de tir prévu, vous voyez qu'il peut y avoir un petit peu d'inconnu derrière tout ça. On tire après le match. Oui, mais y a-t-il prolongation? Y a-t-il tir au but? Il peut y avoir véritablement un petit décalage horaire. La météo peut aussi impliquer un petit décalage horaire. On peut mettre une fourchette, pourquoi pas. Toujours est-il qu'on peut envisager un horaire a priori. La distance de sécurité n'est pas à faire figurer à cet endroit. On nous demande d'aller voir une pièce justificative qu'on verra plus tard, un schéma de mise en œuvre. La masse totale de matière active est à faire figurer au CERFA. Est-ce que c'est un chiffre qui est supérieur ou inférieur à 35 kg? Vous voyez que là, on cherche à appliquer la définition du spectacle pyrotechnique. Et donc, on nous demande le chiffre un peu plus précis en bout de ligne, plus ou moins 10% près. Ensuite, on doit préciser les catégories d'articles utilisés. On ne vous demande pas la catégorie la plus dangereuse. On vous demande les catégories utilisées. S'il y a des produits F2 dans le spectacle, on coche cette case. S'il y a des produits F3, on la coche, etc., etc. On nous demande ensuite le calibre maximum mis en œuvre durant le spectacle en millimètres. Et donc, on parle bel et bien là des calibres extérieurs des produits, 50 mm, 75 mm, 100 mm, etc. L'organisateur du spectacle s'engage à confier la mise en œuvre du spectacle à quelqu'un qui a, si c'est nécessaire, le certificat d'artificier et l'agrément préfectoral, si utilisation d'articles pyrotechniques soumis à certificat. Si l'on prend le cas de figure suivant, on tire un spectacle qui contient des produits F2, des produits F3 et qui contient 160 kg de matière active. On est bien obligé de déclarer, puisqu'on a dépassé 35 kg. C'est bien un spectacle pyrotechnique, mais on peut s'apercevoir qu'on ne coche que F2 et F3. En ce sens, il n'y a pas de produit F4, il n'y a pas de produit T2, il n'y a pas besoin de certificat d'artificier. Le certificat d'artificier F4T2 permet de tirer les pièces F4 et les pièces T2. L'histoire des 35 kg, c'est une histoire de définition du spectacle pyrotechnique et donc d'obligation de déclaration de compléter le CERFA. Ce n'est pas un blocage qui fait que si on n'est pas formé, on s'arrête à 35 kg. Non, si on n'est pas formé, on peut tirer un spectacle de 160 kg de matière active, mais il ne faudra mettre que des pièces F2 et des pièces F3. Et vu qu'on a dépassé 35 kg, on devra bien faire une déclaration en mairie et en préfecture via ce fameux CERFA. Le CERFA continue, le cadre numéro 2, en nous demandant quel est le niveau de qualification requis pour la mise en œuvre de ce spectacle. Niveau 1, niveau 2 ou aucun certificat d'ailleurs. Le cas de figure est prévu. Et puis l'agrément préfectoral est un document qui est également à joindre dans les déclarations. L'agrément préfectoral répond à l'interrogation suivante pour l'administration. Est-ce que l'artificier est quelqu'un de sûr, point de vue sûreté, est-ce que la personne est fiable? Alors que le certificat F4T2 répond à une toute autre question qui est est-ce que la personne titulaire du certificat sait utiliser des pièces d'artifice? Ce sont deux questions différentes, donc qui trouvent réponse via deux documents différents. Le cadre suivant, prévu par le CERFA dans son volet 1, c'est le cadre numéro 3 et qui demande de citer qui est le prestataire. Alors le prestataire de tir, ça peut être l'organisateur. Imaginons la commune de Nancy qui souhaite organiser un spectacle et qui le fait tirer par les agents de la ville de Nancy. Bon, le prestataire, c'est la ville de Nancy, l'organisateur, c'est aussi la ville de Nancy. On peut imaginer des cas de figure plus complexe, où la ville de Nancy est organisatrice du spectacle, mais le prestataire va être une entreprise de tir, par exemple Fusée Royale SARL. Prestataire de tir qui sera différent de l'organisateur. Bien sûr, si le prestataire de tir est directement une personne privée, qui n'a pas de personne morale au-dessus d'elle, par exemple pas d'association, pas d'employeur type entreprise, la personne physique va directement mettre nom, prénom, et ce sera cette personne physique qui sera prestataire de tir. Le cadre numéro 4, et on est toujours dans le volet de l'organisateur, on lui pose une question ici, c'est l'organisateur prévoit-il de créer un stockage momentané pour stocker pendant 15 jours avant la date prévue de tir ce spectacle? La réponse est oui ou la réponse est non. Si bien sûr la réponse est oui, l'organisateur va
déterminer l'adresse du local et puis, dans un premier temps, définir qui est responsable de ce stockage. Dans un deuxième temps, il va définir une personne qui sera responsable de la surveillance de ce stockage. Ça peut être la même personne, ça peut être deux personnes différentes. Et pour ce volet 1, reste à signer, c'est bel et bien l'organisateur qui signe. L'organisateur, souvenons-nous de qui c'est, on a trouvé son nom et on a identifié cet organisme ou cette personne physique directement dans le cadre numéro 1. C'est bel et bien cette personne qui signe, même si l'artificier a pu aider à compléter le dossier. Le volet numéro 2, lui, il est à compléter par le prestataire de tir. Pour le coup, la première question qui lui est posée, c'est quelle est la méthode utilisée pour stocker les produits en amont de cette opération de spectacle, donc même en amont du stockage momentané, qui est le fournisseur des produits. Là, c'est assez simple à comprendre. Soit vous êtes exploitant d'une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, un stockage permanent, je vous renvoie à ce sujet dans la partie stockage des artifices. Si vous êtes exploitant d'une ICPE, vous le savez au moment de regarder cette vidéo, c'est véritablement un gros morceau, notamment administratif, à gérer. Si vous êtes titulaire de cette ICPE, vous êtes réputé être le fournisseur. Même si vos produits viennent de différents fabricants, c'est pas la question. Vous êtes le fournisseur des artifices pour le spectacle. Bien sûr, vous n'êtes peut-être pas le fabricant des produits, mais c'est pas ce qu'on demande ici. Si vous n'êtes pas titulaire d'une ICPE, vous avez certainement acheté des artifices quelque part. Vous l'avez acheté à un fournisseur. Notez les informations de ce fournisseur. Ce fournisseur vous donnera les informations relatives à son ICPE et la façon dont il stocke ses produits. Évidemment, vous ne pouvez pas répondre ici que les produits arrivent par magie sur le site de tir et qu'ils proviennent de nulle part. Il y a forcément un fournisseur qui vous les a vendus et il est forcément, lui, astreint à un stockage ICPE. C'est dans cette partie qu'on va mettre les informations. On peut ensuite faire un choix dans sa préparation de spectacle pyrotechnique. Soit on délègue ou on anticipe la préparation des produits, par exemple le grappage des bombes sur des retards, ou encore la pose d'inflammateurs électriques sur les mèches pour déclencher électriquement les produits. Alors si on choisit de faire ces actions en amont du spectacle, on peut, mais ça doit être fait dans une ICPE qui correspond à la nomenclature prévue pour le montage des artifices en amont du tir. Donc on nous permet bien de monter les inflammateurs ou grapper les bombes avant le spectacle, mais on doit dire dans quelle installation ça a été fait. Si on n'est pas capable d'anticiper parce que notre fournisseur n'a pas ce service ou parce que on choisit de se procurer des pièces pyrotechniques de différents horizons, de différents fournisseurs et de les réunir sur le site de tir et donc de faire les montages sur le site de tir, c'est possible aussi. En France, on ne peut faire ces opérations que dans deux endroits. D'une part, sur le site de tir, c'est donc fréquemment utilisé comme solution, ou d'autre part en amont dans une ICPE qui le permet auprès d'un fournisseur qui sait le faire, par exemple comme Prévost qui propose ce service. Le prestataire, peut-être, s'occupe-t-il d'une partie stockage momentané. Si c'est le cas, le prestataire de tir va, de la même façon que l'organisateur avait à le faire s'il avait choisi de faire un stockage momentané, le prestataire va présenter son stockage avec son responsable à la fois du choix du local de stockage, c'est le petit A, et son responsable de la surveillance et de la sécurité des artifices, c'est le personnage B. On a dit dans la partie stockage qu'un local de stockage momentané doit être sous surveillance. Bon, qui surveille? La réponse à cette question est dans cette partie du CERFA. Ensuite, quelques questions posées par l'administration sur le transport. Est-ce que ce transport est soumis ou non au CSTMD, au conseiller sécurité transport matières dangereuses? Soit le transport est soumis, parce qu'il est plus de 1000 points dans l'unité de chargement et plus de 2 fois par an, soit le transport est non soumis parce qu'on fait un transport en dessous de 1000 points, parce que c'est un transport qui n'a lieu qu'une fois dans l'année civile, ou 2 fois d'ailleurs, et à ce moment-là on n'est pas soumis. Si vous y êtes soumis, il faudra déclarer un conseiller et puis noter ces informations ici. On précise ensuite, pour le prestataire, les informations relatives à l'assurance. Il est obligatoire d'être assuré en responsabilité civile pour le tir de spectacle pyrotechnique et donc pour la déclaration. En l'occurrence, on précise ici la police d'assurance, la date de validité et puis les activités couvertes par cette assurance responsabilité civile. L'assurance responsabilité civile fait d'ailleurs l'objet d'un sujet à part entière dans cette formation. S'ensuit un dernier passage dans ce CERFA, c'est donc la signature par le prestataire. Chacun s'engage donc sur ses données, l'organisateur pour son volet, le prestataire pour son volet. Le volet 1 est signé, le volet 2 est signé. On peut donc transmettre ce CERFA avec des pièces justificatives à l'administration qui, elle, possède un cadre numéro 8 réservé aux préfectures et aux mairies. La préfecture va utiliser ce petit cartouche en bas de CERFA pour mettre un numéro d'enregistrement, un tampon et donc évoquer le fait que oui, c'est bel et bien reçu dans les services. Attention, on est là sur une déclaration de spectacle pyrotechnique, sur une déclaration. On n'est pas sur une demande de permis ou une demande d'autorisation. On est sur une déclaration. On doit montrer patte blanche, on doit montrer toutes les pièces justificatives et
préciser comment le spectacle va se dérouler, mais ce n'est pas une demande d'autorisation. On est réputé pouvoir tirer les spectacles, on est obligé de faire la déclaration. Bien sûr, l'administration peut empêcher ce tir avec un justificatif et une interdiction qui sera formulée via un arrêté d'interdiction. Une non-réception de déclaration ne vaut pas interdiction de tir. Ce qui interdit un tir, c'est bel et bien un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral ou un arrêté ministériel, mais certainement pas une non-réception d'un formulaire. Ça, c'est pas suffisant pour interdire le tir. Le CERFA, transmis en mairie et transmis en préfecture, s'accompagne de pièces justificatives. Alors ces pièces commencent par un schéma de mise en œuvre. C'est une pièce qui est importante et qui contient les informations suivantes. D'une part, le placement d'une ou de plusieurs zones publiques pour accueillir les spectateurs, par opposition à une autre zone ou des autres zones qu'on doit faire figurer sur le schéma, c'est les zones de tir avec leur périmètre de sécurité. Je vous rappelle qu'un périmètre de sécurité, c'est donc un cercle qui va être calculé avec un rayon. Le rayon, c'est quelque chose que l'on détermine par rapport à la distance sécurité de l'artifice le plus dangereux de la zone de placement des pièces. Et donc, par exemple, si la pièce a besoin de 140 mètres de distance de sécurité en rayon, on va tracer un cercle qui a un rayon de 140 mètres et on ne doit pas faire d'intrusion de public, de spectateurs, dans cette zone ou dans ces zones si on a plusieurs rayons de sécurité. Donc, d'une part le public, d'autre part le périmètre ou les périmètres de sécurité. On matérialise un barriérage entre ces deux zones, qui peut être un barriérage composé de 4 éléments. Potentiellement, c'est un barriérage humain créé sur place, donc des barrières Vauban, des barrières Erras, des endroits avec des grillages ou je ne sais quelle méthode créée pour l'occasion. Deuxième famille de barriérage qu'on peut utiliser, c'est du barriérage préexistant, un mur, un portail, des clôtures ou quelque chose que l'on réutilise et qui était déjà là préalablement au spectacle. La troisième famille de barriérage, ça pourrait être des barrières naturelles, pense à des gouffres, des cours d'eau par exemple. La quatrième famille de barriérage peut être de l'humain présent sur place, donc des agents de sécurité, des artificiers, des bénévoles qui font office de gardiens, entre guillemets, mais aussi des forces de l'ordre, tels des services de police ou de gendarmerie. Un barriérage sur un site de tir peut être un mélange de tous ces éléments, de façon à créer une zone non franchissable par inadvertance. C'est ça l'objectif. Faire quelque chose de complètement étanche et infranchissable, c'est impossible avec des moyens temporaires. En revanche, on ne doit pas pouvoir se promener et puis se retrouver en danger dans la zone de tir par mégarde. Il faut absolument qu'on ait des marquages, des indications et bien sûr un barriérage, qu'il soit humain, naturel ou physique, qui soit en place. Au-delà de ça, sur le schéma de mise en œuvre, on doit également faire figurer un accès secours par où les secours pour l'incendie, pour la lutte contre l'incendie, peuvent passer pour accéder à la zone et où sont-ils accueillis. Un pompier, les services de secours et d'incendie ne sont pas des artificiers. De la même façon, un artificier n'est pas par défaut un pompier. Il faut donc distinguer les deux rôles et se coordonner à un point d'accueil pour pouvoir discuter, intervenir sur ordre du responsable de la mise en œuvre et puis surtout coordonner les moyens d'extinction par rapport aux risques encourus et au moment opportun. Tout ça fait l'objet d'une discussion entre services et un point d'accueil permet de se coordonner sur tous ces points. Les plans doivent également faire apparaître le ou les points d'eau les plus proches. Alors un point d'eau c'est normé, pour le coup il faut les faire figurer sur le plan. S'il n'y a pas de point d'eau à proximité, il faudra aussi le dire, soit sur le plan, soit dans un document annexe, de façon à ce que les secours aient cette information. L'artifice est possible en toute saison en France et évidemment quand la période est très sèche, on peut avoir des débuts de restrictions locaux, par exemple dans une préfecture ou dans une mairie. Pour aider à définir quels spectacles sont dangereux, lesquels sont plutôt tirables en tout temps, on peut se servir d'informations diverses comme le niveau de sécheresse, comme le type de végétation présent et comme la présence ou pas de points d'eau à proximité directe du site de tir. Cette information est donc utile pour que l'État prenne des décisions et fasse des choix pertinents pour éviter d'interdire tous les spectacles d'un coup. On peut plutôt y aller graduellement en déterminant déjà quel spectacle a un point d'eau à proximité, quel spectacle n'en a pas. Pour créer les schémas de mise en œuvre, je vous invite à utiliser geoportail.gouv.fr qui est une cartographie plutôt précise du territoire français et qui va vous offrir un outil de mesure de distance qui permet d'un point à un autre de calculer le métrage, ce qui est plutôt utile pour faire des repérages, choisir des sites de tir et créer des opportunités avant même de se déplacer sur le lieu. Fouillons un petit peu dans les menus, faire apparaître les parcelles cadastrales en surbrillance sur votre zone de tir. C'est utile quand on cherche à s'intéresser à qui est propriétaire de cette zone pour pouvoir aller demander ensuite
des autorisations pour utiliser les lieux de tir. La deuxième pièce justificative que l'on joint au dossier, c'est la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage. Il n'y a pas de formalisme donné par l'État, on vous joint plusieurs modèles. L'idée, c'est de préciser si oui ou non on a une présence de pompiers sur site. Est-ce que on a des extincteurs? Si oui, en quelle quantité? Quel type d'extincteur? Ce genre de sujet peut être vu dans un document annexe qui est cette fameuse liste des dispositions. On a également une pièce justificative à joindre qui est en cas de stockage momentané, on précise les règles que l'on applique à ce stockage momentané. Souvenez-vous de ce sujet dans d'autres vidéos, à savoir le stockage au rez-de-chaussée, le stockage pas plus de 15 jours, pas d'autres matières dangereuses incompatibles, etc. Tout ça peut être compilé sur un document. Autre pièce justificative à joindre, c'est évidemment côté prestataire cette fois, l'attestation d'assurance responsabilité civile. Il faut d'une part coucher les informations dans le CERFA, mais il faut aussi joindre ce document en pièce justificative. On doit également, lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est requis, c'est le terme utilisé dans la notice du CERFA, joindre l'agrément préfectoral du responsable de la mise en œuvre et son certificat F4T2. Et bien sûr, si des pièces F4 et ou T2 sont utilisées, il faudra joindre un certificat du niveau adapté aux pièces dans la déclaration. Dernier élément à joindre éventuellement, si l'expéditeur y est soumis, on doit joindre l'attestation de déclaration du conseiller sécurité transport matières dangereuses dans la déclaration. Encore une fois, si vous n'êtes pas en présence d'un chargement de plus de 1000 points, on va au chapitre transport, ou si vous êtes en déplacement des 1000 points, mais que vous ne faites que 2 chargements dans l'année civile, alors vous n'êtes pas soumis au conseiller sécurité transport matières dangereuses. Il reste 2 documents nécessaires au tir d'un spectacle pyrotechnique. Le premier, c'est la liste des produits. Alors, elle est officiellement plus à joindre au moment de la déclaration du spectacle à J-30, mais cette liste des produits, elle est cependant à posséder sur site le jour J. Bon, j'imagine que vous aurez cette liste bien avant le jour J, auquel cas vous pouvez toujours la joindre dans le dossier. Beaucoup de préfectures continuent de la réclamer, c'est quelque chose qui est plus obligatoire, mais étant donné que les préfectures le demandent fréquemment, anticipez ceci et joignez-la dans le dossier de déclaration. Puis, deuxième document, celui-ci, il est officiellement à joindre et il est à transmettre à J-5 au plus tard dans la déclaration, c'est la liste des participants au montage et ou au tir du spectacle. Tous les participants, que la personne ait le certificat ou ne l'ait pas, elle doit figurer sur cette liste. Ça, c'est un document très important puisque la liste des participants, c'est à la fois un document intéressant pour l'État, pour des problématiques de sûreté qu'on imagine, mais c'est aussi important pour les artificiers, qu'ils aient le certificat ou qu'ils ne l'aient pas. Quand on a un certificat d'artificier, on souhaite le renouveler toutes les X années. Pour ce faire, il faut qu'on justifie qu'on a participé à des spectacles pyrotechniques. C'est cette liste des participants qui permet de créer des preuves de participation. Lorsque l'on n'a pas encore le certificat d'artificier, on cherche à emmagasiner des participations à des tirs de spectacles pyrotechniques pour un jour ou pas, passer la formation et obtenir son certificat. On peut anticiper ce travail et participer à des tirs avant la formation. Mais pour justifier de ces tirs, là encore, il faut que notre nom figure sur cette fameuse liste des participants. On la transmet ensuite au service de l'État qui vont l'archiver avec la déclaration. Ce travail est à faire à J-5 ou plus tard. S'il est fait plus tôt, tant mieux. Si des changements interviennent dans votre déclaration, par exemple des participants se rajoutent, par exemple des participants ne sont pas venus, ou le site de tir voit son schéma de mise en œuvre légèrement modifié pour différentes raisons, inondation d'une zone par exemple, et on va se décaler un petit peu, on peut tout à fait modifier les pièces, les envoyer au service de l'État pour amendement et traditionnellement la préfecture ne vous redemande pas un nouveau CERFA, va simplement archiver la nouvelle pièce dans le dossier et vous préciserez bien sûr ces éléments soit par mail, soit par courrier.